61 sur 100, c'est la cote globale du gouvernement bruxellois après 5 ans de travail. Un résultat tout juste suffisant, selon les rédactions des médias bruxellois, Bruz et BX1. Des médias qui mettent carrément certains ministres en échec, pendant que d'autres gagnent des points. Le bulletin critique de nos politiques, c'est sur le plateau de Versus. Et j'accueille en plateau Vanessa Lhuillier, bonjour, journaliste à la rédaction de BX1. Vous avez participé à la rédaction de ce bulletin, de même que vous, Steven Van Kars, bonjour, merci d'être là. Vous êtes journaliste politique pour Bruz. Et puis Émilie Van Haute, vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'ULB. Et vous suivez évidemment l'actualité bruxelloise et vous intervenez quand vous le souhaitez. Mais d'abord, Steven Van Kars, Vanessa Lhuillier, comment avez-vous procédé? Comment est-ce qu'on établit un bulletin objectif d'un gouvernement? Il y a quelques règles quand même qu'on peut appliquer? Oui, bonjour tout d'abord. Oui, effectivement, donc on s'est dit qu'on allait prendre donc la déclaration de politique générale de 2019, l'accord de gouvernement, et qu'on allait donc passer au crible, regarder ce qu'il y avait dans cette déclaration de politique générale et ce qui avait été donc réalisé pendant ces 5 années. Alors évidemment, on a pris en compte aussi les crises qui n'étaient pas prévues, à savoir celle du Covid et également celle de l'énergie avec la guerre en Ukraine. Et puis ensuite, on a pondéré nos points donc par rapport aux réalisations sur 50, à la vision sur 25 et également donc à la communication sur 25. Oui, on a fait ça ensemble, donc journaliste francophone, journaliste néerlandophone. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'on a vu qu'on était quand même souvent sur la même longueur d'onde et à quelques accents près parfois. Et ça a été un exercice très intéressant, je trouve. Et on a beaucoup discuté aussi, donc c'était pas facile. Et aussi, c'était quand même bien de regarder cet accord du gouvernement et de tout ce qui a été promis et ce qui a été réalisé pour vraiment objectiver. C'était le but principal et je pense qu'on a réussi. Alors, on va voir le détail ministre par ministre, mais il y a une cote globale qui est de 61%. Vanessa Lhuillier, où le gouvernement bruxellois perd-il des points ? Alors, où est-ce qu'il en perd? Eh bien, déjà, on va dire sur les différentes réactions, enfin les différentes querelles aussi qu'il y a eu au niveau de l'aménagement du territoire, notamment au niveau donc de la friche Josaphat. On se souviendra quand même des colos qui refusent à plusieurs reprises de siéger au gouvernement. On est obligé de faire des réunions gouvernementales en visio à ce moment-là parce qu'on ne peut pas être dans la même pièce. Donc ça, évidemment, ça perd. Il y a des grands axes aussi qui n'ont pas été réalisés. Alors on détaillera ministre par ministre tout à l'heure, mais par exemple la réforme du règlement régional d'urbanisme, le good living, donc la smart move, cette fameuse taxe kilométrique intelligente, le code du bien-être animal, je sais qu'on y reviendra très certainement vu l'actualité. Et puis il y a aussi après évidemment la note du ministre président Rudy Verwoerd qui tire un petit peu vers le bas ses collègues, avec, entre autres, sa réaction, ou plutôt son absence de réaction par rapport à la sécurité. Oui, et puis il y a aussi le budget, bien sûr. Le budget est en rouge, donc il y a la dette s'accumule, les dettes s'accumulent, donc c'est quand même problématique. Et puis, on a quand même vu une équipe qui n'était pas très cohérente, qui n'était pas très... c'était pas facile. Il y a des égos, il y a quand même beaucoup de discussions et des crises presque existentielles aussi sur l'abattage rituel, sur le port du voile à la STIP. Donc, c'était pas facile, je pense. Mais il faut aussi dire qu'ils ont quand même géré aussi. Hein. C'est pour ça, 61, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 61%. Il y a quand même beaucoup de dossiers où ils ont quand même avancé. Émilie Van Haute, 61 sur 100 à l'ULB, c'est la réussite tout juste, on va dire. C'est pas la grande distinction en tout cas. Non, une satisfaction. Voilà. Après, comme tout exercice, l'évaluation c'est un exercice difficile. On le sait comme enseignant. Il faut trouver quels sont les barèmes, les critères pour évaluer réussite ou échec. Je pense que l'accord de gouvernement est tout à fait un point de départ intéressant, même si on l'a dit, en 5 ans, beaucoup de choses
ont évolué et ce qui avait pu être prévu comme politique il y a 5 ans, aujourd'hui n'est peut-être pas suffisant ou nécessaire par rapport à la réalité. On a vu crise Covid, crise migratoire, crise de l'énergie. Donc ça fait beaucoup d'éléments à gérer aussi pour un gouvernement. Des domaines dans lesquels la région a des compétences. Tout à fait. Avec la 6e réforme de l'État, la région, elle est compétente quand même sur de très larges domaines, en particulier sur ces questions-là, où elle est en tout cas le réceptacle aussi de toute une série de ces crises. Le réceptacle premier, on pense à l'Ukraine et à l'arrivée d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes sur le territoire, principalement bruxellois. Donc voilà, il y a quand même eu beaucoup de choses à gérer avec un gouvernement, on l'a vu aussi, avec des fortes personnalités. Alors, Steven Van Gars, Rudy Verwoerd, c'est 39 sur 100 de moyenne globale. Vous avez chaque fois regardé le bilan politique et quoi d'autre? La vision, la communication, et il est en échec sur tout, Rudy Verwoerd? Il n'a pas en échec en tout. Par exemple, il a quand même fait la réforme taxi. C'était un dossier très difficile. Pendant 2 législatures, on en a parlé. Il a quand même réussi de trouver un accord. Il y a une petite réforme sur les Airbnb. Et puis, il a quand même mené une politique sociale pour les réfugiés. Ça, il faut dire, même si ce n'est pas toujours la faute à la région qui a tellement de réfugiés à Bruxelles, il a quand même, il a quand même joué cette carte-là. Mais pour le reste, on voit quand même un grand problème de sécurité à Bruxelles. Et de plus en plus, il y a une crise de drogue. Et là, on doit quand même dire que Rudy Verwoerd était absent et que souvent, il dit aussi que je ne suis pas compétent, ce n'est pas moi, c'est la fédérale. Et là, on a quand même trouvé que si on a Mr. Président, il faut être là au premier plan. Vanessa Lhuillier, il a aussi des compétences en matière de développement urbain, les fameux PAD. Et ça, apparemment, si je vous lis bien, il perd beaucoup de points là-dessus. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que le temps de l'urbanisme, c'est toujours un temps qui est très long. Ça prend plus d'une législature, ça en prend 2. On est quand même, il faut le rappeler aussi, au gouvernement Verwoerd 3. Alors certes, il a pris en cours de route la première fois, après la démission de Charles Piquet, mais là, ça fait quand même 2 législatures complètes. Et finalement, au niveau de ces plans d'aménagement directeurs, il y en a 2 simplement qui ont été approuvés. Il y en a d'autres qui ont été enterrés et mis au congélateur. Je pense à la friche Josaphat, on en a parlé, mais également au réaménagement du plateau du Heysel ou même à la rue de la Loire, puisque là, on a complètement changé son fusil d'épaule par rapport à la réorganisation du quartier européen. Donc tout ça, ce sont des choses évidemment qui ne sont pas positives pour Rudy Verwoerd. Alors 39 sur 100 de moyenne globale pour Rudy Verwoerd, ça c'est l'échec. Émilie Van Hout, on est aussi avec un ministre-président qui ne perce pas beaucoup dans les sondages d'opinion. Est-ce qu'on peut dire que c'est un acteur clé de la politique bruxelloise ou c'était plutôt une espèce de compromis entre tout le monde ? Oui, c'est vrai que j'ai vu que la note en termes de communication en particulier était la plus faible. 8 sur 25. Voilà. Et alors après, il y a plusieurs forme de leadership de gouvernement. Si on pense par le passé au niveau fédéral à Jean-Luc Dehaene, pendant tout un temps, on l'a encensé en disant c'est l'homme des compromis, il arrive à faire aboutir les dossiers, et puis vient la crise et l'affaire du trou. Et là, ça bloque parce qu'il y a l'aspect communicationnel qui ne fonctionne pas, où il n'arrive pas à prendre le pouls et la mesure de ce qui se passe au sein de la population. Et sans doute, et peut-être qu'on peut faire une forme d'analogie avec Rudy Verwoerd, qui gère les dossiers, qui fait avancer son gouvernement, mais qui, d'autre part, n'arrive pas nécessairement à communiquer avec les autres régions, à faire entendre la voix de Bruxelles, et puis à communiquer aux Bruxelloises et aux Bruxellois les avancées de son gouvernement, et éventuellement aussi les endroits où ça bloque, sans nécessairement reporter ça sur le dos d'autres entités, d'autres niveaux de pouvoir. À un moment donné, on peut aussi prendre à bras le corps les choses et dire voilà, c'est notre responsabilité. Vanessa Lhuillier l'a dit, 3 fois ministre-président, finalement, une législature en morceaux et puis 2 complètes. Steven Van Gars, il ne vous a pas frappé sur cette période-là, Rudy Verwoerd? Je suis quand même d'accord. Il faut aussi voir comment Verwoerd a géré cette équipe. Ce n'était pas facile. Donc ça c'est vrai. Il a quand même parfois abouti, il y a eu les crises, après ils ont quand même ils ont pu recommencer, donc c'était ça il a fait. Mais ce que je trouve, c'est que les dernières années, il était quand même fort sous l'influence du président du parti, d'Ahmed Laoueche, et là je trouve que c'est pas son rôle, il doit être le ministre-président de la région et de ce gouvernement, et ça...
je pense que oui. Alors, je voudrais qu'on vienne à un autre ministre dont on a vu la tête derrière vous aux écrans, ministre flamand des Finances, qui est aussi en échec, c'est Sven Gatz. 48 sur 100 pour le ministre Open VLD. D'abord, Émilie Van Hout, on confirme c'est l'échec, 48 sur 100. Et c'est quoi qui le plombe, Steven Van Kars? C'est la dette? Oui, c'est la dette. Et là, on peut comparer peut-être avec Guy Van Engel, qui était avant le ministre du Budget, et qui gérait quand même bien, et qu'il était vraiment celui qui fermait la caisse et qui disait « Non, maintenant, ça suffit ». Sven Gatz n'a pas pu faire ça. Bon, il y a eu les crises, ça c'est vrai. La Flandre a eu ça, la Wallonie a eu ça aussi. Mais il n'a pas assez pu pousser sur cette qu'il faut quand même un budget sain, et ça, il est en échec. Est-ce que là-dessus, par rapport aux autres régions, on peut reconnaître que la situation est vraiment plus inquiétante à Bruxelles, Émilie Van Hout? Oui, tout à fait. Et Bruxelles a fait l'objet récemment d'un review territorial de l'OCDE qui pointe que sur l'aspect financier, il y a des réels dérapages et des réels problèmes, avec par ailleurs toute une série de propositions et de suggestions de solutions, notamment dans l'articulation et la collaboration sur le plan financier entre les différents niveaux de pouvoir, puisque Bruxelles reçoit et est financée de différentes manières, et il n'y a pas nécessairement d'articulation entre ces sources de financement, ce qui peut donner et générer des incohérences, et c'est ce qui est pointé. Alors Vanessa Lullier a quand même une chose, c'est que ce n'est pas le ministre des Finances ou du Budget qui décide de creuser le trou. Finalement, ça profite aussi aux autres. Est-ce que vous en avez tenu compte dans le calcul? Oui, bien sûr, on a tenu compte de ça, mais après, le rôle aussi du ministre du Budget, c'est comme l'a dit Steven, c'est de fermer le robinet et de dire à un moment donné, non, tout ce que vous avez envie de faire, c'est pas possible. Et il faut faire des économies dans chaque domaine et voir et rationaliser vos administrations. Ça n'a pas été fait pour certains. Il y a des rationalisations qui auraient dû être faites. Il y a un meilleur fonctionnement de la région bruxelloise qui aurait dû être mis en place. Et ça, voilà, il n'a pas eu la poigne peut-être nécessaire que pouvait avoir un Guy Van Engel, effectivement, pour dire maintenant on arrête. Et ce qui est certain, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, quelle que soit la couleur politique, il va avoir à gérer ce déficit et cette dette très importante. Il va avoir à gérer le dossier du métro 3 et les investissements qui ne vont pas pouvoir être réalisés là, en tout cas, et ni mis pour les quelques prochaines années à venir. Sven Van Kars, Sven Gatz a souvent eu des propos rassurants. Il disait qu'il avait un plan, et puis après il a évoqué, Vanessa Lullier parlait du métro, la possibilité de prendre toute l'enveloppe Belliris pour le métro. Il n'a jamais vraiment rassuré, si je vous comprends bien. Non, parce que même sans le métro, il y a un déficit d'1 milliard sur 6 milliards, c'est énorme. Et c'est un déficit structurel qu'il faut résoudre. C'est le prochain gouvernement va devoir faire ça, et ce sera très très difficile. Et donc ça, c'est pour le prochain gouvernement, je ne sais pas comment ils vont le faire. Il a remplacé Guy Van Engel. Il reste un leader de l'Open VLD. On sait que par exemple au CDNV, ils ont rappelé Benjamin Dahl. C'est quand même lui qui va être le patron des libéraux flamands à Bruxelles. Oui, il est absolument le numéro 1, ça c'est sûr et certain. Après, on va voir comment les élections vont se passer donc, pour l'Open VLD. Ce ne sera pas facile non plus, je pense. Il a aussi admis qu'il n'était pas un bon ministre. Il a dit à la télé, donc voilà. Comme ça, il a dit je suis pas un bon ministre. Comme ça, oui. C'est pas si fréquent. Oui, c'est étonnant, mais il a dit ça comme ça. La spécificité, en tout cas ce qui a marqué cette législature, c'est la montée en force après les élections des Verts. Alors on va s'intéresser à ces ministres, Elke van den Brand pour Groen, Alain Marron pour Écolo, Barbara Tract également. Bonne cote, notamment pour la ministre Groen. Vanessa Lullier, elle est à 70 sur 100. Oui, c'est une réussite, Émilie Van Hout, 70 sur 100. Ça, c'est une distinction. Allez, on pose la question, on en imagine certains manger le volant de leur voiture parce qu'il y a des automobilistes, notamment, qui ne sont pas ravis du tout de son bilan. Et pourtant, elle a 70%. Oui, parce que quand on va à 30 km/h, on a le temps de manger son volant, on est bien d'accord, Michel. Mais justement, par rapport à l'accord de gouvernement, il faut dire quand même que c'était une première. Cette marque verte qui était tout au long des chapitres, quelle que soit la politique, ça devait toujours être examiné en fonction de la durabilité, de l'environnement, et avec cet objectif donc d'une région neutre en carbone pour 2050. Ça, c'est vraiment la ligne de conduite de toute la déclaration de politique régionale. Elke van den Brand, elle a un portefeuille évidemment qui est énorme. Et donc, ça partait de d'abord mettre Bruxelles à 30 km/h. Ça a été fait, donc forcément, on va lui mettre des points. On ne juge pas de la qualité de la mesure ou de la qualité du travail accompli. On juge est-ce que ça a été fait ou pas.
Donc oui, ça a été fait. Elle dit qu'elle va créer des pistes cyclables. Elle ne dit pas combien de kilomètres en plus dans la déclaration. Est-ce qu'elle a créé des pistes cyclables ? Oui, elle a créé des pistes cyclables. Il y en a 60 qui ont été créées ou qui sont en cours, en tout cas, d'être aménagées de manière définitive, parce qu'elle a pu aussi bénéficier de la crise Covid. D'un seul coup, tout a changé. Le télétravail s'est mis en place, les modes de déplacement ont changé. Donc ça a été quand même pour les pistes cyclables dites Corona, un argument positif. Et puis la gratuité qui était promise, enfin la quasi-gratuité qui était promise pour les transports en commun pour les moins de 25, les plus de 65, tout ça a été fait. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Je voudrais quand même vous poser une question, Stéphane Magers, parce qu'il y a un point qui n'est pas réalisé dans l'accord de gouvernement et dont on a parlé sur BX1, c'est la taxe au kilomètre. Plus on roule, plus on paye. Alors, c'est le Sven Gatz, le ministre OpenVLD, qui est sanctionné parce que c'est pas mis en œuvre, c'est écrit en toutes lettres dans le bulletin, mais en même temps, c'est aussi un peu un projet écolo. Alors quoi, qui est vraiment à la base de cet échec-là ? Non, c'est vraiment un projet OpenVLD, ça c'est sûr. Hein. Ça parle de la fiscalité des automobilistes. Oui. Donc, c'est un dossier de Sven Gatz, mais c'est vrai que Écolo et Groen, ils ont toujours soutenu et que le PS n'a pas voulu. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans le bulletin d'Elke van den Brand ? Est-ce qu'elle a pesé sur le gouvernement ? De fait, c'est elle la numéro 2. Hein. Oui. Elle n'a jamais eu de difficultés. Donc, comme d'autres ministres, ils ont parfois eu des moments, elle n'a jamais eu de difficultés. Et là, elle a quand même pu mettre des choses en avant et elle a réalisé des trucs comme la ville 30 et la piste cyclable, comme Vanessa a dit. Il y a peut-être aussi Good Move, hein, on peut aussi peut-être parler de ça. Ça, c'est peut-être un point plus négatif, mais là, on a constaté quand même que c'est plus les communes qui ont dû gérer. Et là, est-ce que c'est la responsabilité à Elke van den Brand que souvent, il y a eu quand même des couacs là sur Good Move ? Ça, c'est la question. Moi, j'ai une question. Hein. Elke van den Brand, figure de proue de Groen, on est d'accord. Émilie Van Hooft, est-ce qu'elle peut aller chercher des voix aux électeurs écolos ? On sait qu'il y a des francophones qui votent pour des partis néerlandophones. Est-ce qu'on observe ça dans les habitudes, voire les intentions de vote ? Alors, en 2019, ça c'est un peu arrivé, ça reste marginal, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a la proximité idéologique, hein, même si ce sont deux partis distincts, en termes de proximité idéologique, on est vraiment très proches. D'autre part, il y a peut-être aussi un élément de vote stratégique, puisqu'il y a le souhait éventuel de bloquer ou de minimiser la présence de l'extrême droite dans donc le des spectre. francophones qui votent néerlandophones pour voter pour des partis traditionnels, démocratiques. Oui, voilà. Et envoyer aussi 6 députés bruxellois. On a un 4e vote quand on vote à la région. Et on peut aussi envoyer des députés bruxellois au Parlement flamand pour éventuellement bloquer une majorité. Bref, il y a des éléments idéologiques et stratégiques, mais je le rappelle. Mais donc c'est possible. Et en effet, en termes de bilan, il y a un avantage pour la ministre. C'est il y a eu l'effet bénéfique Corona. Alors qu'on le verra pour les ministres écolos, c'est moins le cas. Hein. Ça a été moins une opportunité, plus une contrainte à gérer. Et par ailleurs, le portefeuille amène aussi à avoir des résultats visibles, tangibles, qu'on peut observer sur le terrain et dans l'espace public. C'est aussi un avantage certain quand on défend un bilan. Alors continuons avec les écologistes et Alain Marron. Alain Marron, c'est 69 sur 100, c'est presque aussi bien que Elke van den Brand. Pour un ministre qui souvent donne l'impression de crisper. Vous pouvez le reconnaître, Stéphane Magers ? J'étais aussi un peu étonné qu'on est arrivé à ce point-là, mais on a vraiment regardé qu'est-ce qui a été promis et qu'est-ce qui a été réalisé. Et là, je vois par exemple la réforme de la collecte. Ça a été un dossier très difficile, le gouvernement passé. Et là, il a quand même réussi à mettre en œuvre cette réforme. Et puis, il y a aussi l'obligation d'isoler les logements. C'était aussi dans l'accord du gouvernement. Et là, il a aussi réussi. C'est aussi une réussite. Vous avez travaillé, Vanessa Lullier, notamment sur Barbara Tract. Alors, on rappelle, secrétaire d'État à la transition économique. Ça a surpris au début de la législature que finalement l'économie soit confiée à une secrétaire d'État, pas à une ministre. Et puis en plus, ce terme-là, elle a fait quelque chose ou c'était du cosmétique ?
Non, non, parce que ça a vraiment été orienté, toute la politique économique a été orientée donc sur cette transition, la théorie du donuts pour certains, ou shifting economy comme elle l'appelle, donc où elle a vraiment favorisé les entreprises qui s'inscrivent dans un processus de durabilité, de transition écologique, et donc elle a donné plus de primes, elles ont été majorées, donc ça a vraiment été une vraie vision de sa part, et elle a tenu... Mais alors, elle est à 62 sur 100, hein, on le voit, c'est pas énorme, comment on explique ça, Stéphane ? Elle n'était pas très visible, hein, donc Voilà. il y avait un manque de visibilité. Elle a peut-être des idées, mais on ne l'a pas entendu là-dessus. Et puis, il y a aussi l'économie classique. On a quand même eu l'impression qu'elle a un peu laissé de côté ça. Hein. Il y a par exemple Audi. Hein, est-ce qu'il y a quand même un risque là que Audi va partir de Bruxelles? On ne l'a pas entendu là-dessus. Et c'est quand même aussi l'économie. Mais là, quelque part, est-ce que pour une écologiste, se battre pour maintenir des emplois dans l'industrie automobile, c'est un combat porteur, Émilie Vanout, ou bien ça peut être stratégique de dire mais là-dessus, je ne me positionne pas parce que je veux shifter l'économie? Oui, c'est vrai qu'il y a eu une vraie focalisation sur l'économie circulaire. Maintenant, après, il y a l'aspect communicationnel aussi sur lequel je voulais revenir. Et c'est vrai que les deux secrétaires d'État sont un peu moins bien notés. Et je pense qu'il y a aussi un lien avec le statut. Hein. On donne peut-être moins d'espace médiatique à un ou une secrétaire d'État qu'à un ou une ministre. Et donc, il y a peut-être cet élément-là également. Et pourtant, secrétaire d'État, Nawal Ben Amou, c'est la bonne élève du gouvernement. C'est la meilleure cote, hein, Nawal Ben Amou, en recherche du logement notamment. Alors ça a fait hurler l'opposition PTB qui dit que c'est le pire bilan du gouvernement, que c'est impossible de se loger à Bruxelles. C'est vrai qu'on le voit tant quand on veut devenir propriétaire que quand on veut devenir locataire. Où gagne-t-elle ses points? Puisqu'elle a, on le répète, cette meilleure cote, elle est à 70%. Oui, pour moi, elle est la première secrétaire d'État qui a vraiment pris à bras le corps 73%. La crise du gouvernement, la crise du logement. Hein. Il y a plus de logements sociaux. Elle a aussi régulé le marché. Elle a été aussi très créative en cherchant des moyens de réguler ce marché, de trouver des instruments pour quand même protéger mieux le locataire. Donc, je pense qu'elle a fait quand même un bon travail, même si le travail n'est pas fini. Et voilà. Sur l'égalité des chances, elle a été active, Vanessa Lully, il y a eu la crise Balance-Tombard, elle a su proposer des solutions concrètes aussi? Oui, justement, pour ça, elle a très très bien réagi en termes de communication, on l'a saluée d'ailleurs, elle a su tout de suite, elle a senti qu'il fallait y aller. Je pense vraiment par contre qu'en termes de vision, c'est quelqu'un qui a une vraie vision, c'est une féministe convaincue. Elle a aussi voulu mettre en place la commission égalité hommes-femmes au Parlement, ça n'avait jamais été fait, ça l'a été là. Et puis elle a mis en place toutes ces formations pour le milieu de la nuit. Elle a travaillé en collaboration avec ses autres confrères pour mettre en place des formations pour les policiers, pour l'accueil des victimes dans les centres de prévention. C'est une figure de proue du Parti Socialiste pour les élections. Émilie Vanout, Stéphane Van Kars, ils vont compter sur Nawal Ben Amou, ou on s'attend dans un parti où il y a parfois des surprises? On se souvient du président qui aimait lancer des candidats un peu surprises comme ministre. Elle n'est pas jamais sortie de son champ de logement. Ça, je trouve, elle est restée dans ce champ-là. Donc, je ne sais pas si elle est vraiment cette figure de proue. Et il faut aussi quand même savoir qu'elle est un peu isolée dans le Parti socialiste. Je n'ai pas l'impression qu'elle est cette figure de proue. Il y a quand même encore des clans, des tendances au sein du PS. Elle est de laquelle, elle? Oui, bien sûr. C'est comme tout parti, grand parti politique, en particulier, il y a toujours des tendances différentes. Alors, de nouveau, des figures de proue, un parti va mettre en avant des personnalités différentes avec des compétences différentes. Et certains plus sur des compétences communicationnelles ou électorales, et d'autres davantage de connaissances de dossier. Je pense que c'est quelqu'un sur qui le parti peut compter, notamment en termes de compétences. On l'a vu, il y a eu quand même une série de réalisations. Alors, il nous reste 1 minute et il y a encore une membre du gouvernement. C'était aussi une surprise quelque part, c'est Hans Persons. Le bilan qu'on dresse de celle qui a succédé à Pascal Le Smet à la surprise générale, puisqu'il a dû démissionner. Oui, je pense qu'elle a quand même, c'était en mois de juin quand elle a repris le flambeau, et qu'elle a quand même constaté qu'il y a encore beaucoup de travail qu'il fallait être fait. Et on a comparé qu'est-ce qui a été promis dans le gouvernement, qu'est-ce qui a été réalisé. Donc la RRU, le COBAT, tout ça n'a pas été fait. Mais est-ce qu'elle est la figure de proue de Vorreut à Bruxelles, ou est-ce que Pascal Smet va reprendre ce rôle? Non, je pense qu'elle est le numéro 1 maintenant, donc voilà. Oui. Même analyse chez vous, Vanessa Lully, Hans Persons, elle a
récupérer des dossiers qu'elle n'a pas su faire complètement aboutir? Oui, c'est compliqué en un an de faire aboutir quelque chose de toute façon, déjà dans toutes les matières, quelles qu'elles soient. Bon, elle s'est mise sur le patrimoine puisqu'elle a voulu se défendre ça. On voit avec le Palais Stoclet, elle assigne en justice aussi pour l'entretien d'autres bâtiments comme le pavillon chinois. Mais effectivement, je pense qu'elle va remplacer Pascal Smet au niveau de Vorreut. Elle n'a pas cette image non plus sulfureuse que peut avoir Pascal Smet. Il n'y a pas tout le passif, l'historique, donc c'est mieux de miser sur elle que sur le passé. Émilie Van Haute, voilà, il nous reste quelques secondes. Vous avez entendu ce qu'ont dit les journalistes. Un avis de la politologue que vous êtes sur ce bulletin du gouvernement, c'est jamais évident de faire quelque chose d'objectif, mais vous trouvez quand même que c'est un moment important dans une législature ? C'est extrêmement important pour moi de faire cet exercice-là, après une législature, de faire un bilan et d'être redevable à un moment donné, de dire voilà ce qu'on a promis, voilà ce qu'on a réalisé. C'est un exercice qu'on ne fait pas assez souvent en Belgique et je pense que ça fait partie de l'exercice démocratique. Voilà, alors pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a le détail sur le site internet bx1.be ou bruce.be. Merci à tous les trois d'être revenus sur le plateau de Versus pour échanger sur ce bilan du gouvernement bruxellois le plus objectif et le plus complet possible. Rendez-vous la semaine prochaine, ce sera un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.